Jean Giono, Un roi sans divertissement. Collection Folio. La page de garde, c'est Jean Giono, chronique 1, chronique plurielle 1. Un roi sans divertissement, Gallimard. Édition Gallimard 1948. En exergue. Si vous m'envoyez votre cornemuse et toutes les autres petites pièces qui en dépendent, je les arrangerai moi-même et jouerai quelques airs bien tristes, bien adaptés, puis-je dire, à ma pénible situation de prisonnier. Lettre de Houellebecq. Frédéric a la scierie, sur la route d'Avers. Il y succède à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père, à tous les Frédéric. C'est juste au virage, dans l'épingle à cheveux, au bord de la route. Il y a là un être. Je suis bien persuadé qu'il n'en existe pas de plus beau. C'est l'Apollon Cytharède des êtres. Il n'est pas possible qu'il y ait dans un autre être, où qu'il soit, une peau plus lisse, de couleur plus belle, une carrure plus exacte, des proportions plus justes, plus de noblesse, de grâce et d'éternelle jeunesse. Apollon exactement, c'est ce qu'on se dit dès qu'on le voit, et c'est ce qu'on se redit inlassablement quand on le regarde. Le plus extraordinaire est qu'il puisse être si beau et rester si simple. Il est hors de doute qu'il se connaît et qu'il se juge. Comment tant de justice pourrait-elle être inconsciente ? Quand il suffit d'un frisson de bise, d'une mauvaise utilisation de la lumière du soir, d'un porte-à-faux dans l'inclinaison des feuilles pour que la beauté renversée ne soit plus du tout étonnante. En 1843, 44, 45, M.V. se servit beaucoup de ce être. M.V. était de Chichiliane, un pays à 21 km d'ici, en route torse, au fond d'un vallon haut. On n'y va pas, on va ailleurs, on va à Clel, qui est dans la direction, on va à Mince, on va même loin dans des quantités d'endroits, mais on ne va pas à Chichiliane. On irait, on y ferait quoi ? On ferait quoi à Chichiliane ? Rien, c'est comme ici. Ailleurs aussi naturellement, mais ailleurs, soit à l'est ou à l'ouest, il y a parfois un découvert, ou des bosquets, ou des croisements de route. 21 km en 43, ça faisait un peu plus de 5 lieues et on ne se déplaçait qu'en blouse, en bottes et en bardeaux au pas. C'était donc très extraordinaire, Chichiliane. Je ne crois pas qu'il reste des V à Chichiliane. La famille ne s'est pas éteinte, mais personne ne s'appelle V. Ni le bistrot, ni l'épicier, et il n'y en a pas de marqué sur la plaque du monument aux morts. Il y a des V plus loin. Si vous montez jusqu'au col de Menay et la route, d'ailleurs, vous fait traverser des foules vertes parmi lesquelles vous pourrez voir plus de 100 êtres énormes ou très beaux, mais pas du tout comparables au être qui est juste à la scierie de Frédéric. Si vous descendez sur le versant du Diois, eh bien là, il y a des V. La troisième ferme à droite de la route, dans les prés, avec une fontaine dont le canon est fait de 2 tuiles emboîtées. Il y a des roses trémières dans un petit jardin de curé et, si c'est l'époque des grandes vacances, ou peut-être même pour Pâques, mais à ce moment-là, il gèle encore dans ces parages. Vous pourrez peut-être voir, assis au pied des roses trémières, un jeune homme très brun, maigre, avec un peu de barbe, ce qui démesure ses yeux déjà très larges et très rêveurs. D'habitude, enfin quand je l'ai vu, moi, il lisait Gérard de Nerval, Sylvie. C'est un V. Il était à l'école normale de peut-être Valence ou Grenoble. Et dans cet endroit-là, lire Sylvie, c'est assez drôle. Le col de Menay, on le passe dans un tunnel qui est à peu près aussi carrossable qu'une vieille galerie de mines abandonnée, et le versant du Diois, sur lequel on débouche alors, c'est un chaos de vagues monstrueuses bleu baleine, de giclements noirs, qui font fuser des sapins à des, je ne sais pas moi, là-haut, des glacis de roches d'un mauvais rose, ou de ce gris sournois des gros mollusques. Enfin, en terre, l'entrechoquement de ces immenses trappes d'eau sombres qui s'ouvrent sur 8000 mètres de fond dans le baratement des cyclones. C'est pourquoi je dis, Sylvie,
Là, c'est assez drôle, car la ferme qui s'appelle les Chirouses est non seulement très solitaire, mais manifestement à ses murs bombés, à son toit, à la façon dont les portes et les fenêtres sont cachées entre des arcs-boutants énormes, on voit bien qu'elle a peur. Il n'y a pas d'arbre autour, elle ne peut se cacher que dans la terre et il est clair qu'elle le fait de toutes ses forces. La pâture derrière elle est plus haute que le toit. Le jardin de curé est là, 4 pas de côté, entouré de fils de fer, il me semble, et les roses trémières sont là. On ne sait pas pourquoi. Et V, Amédée, le fils, est là, devant tout. Il lit Sylvie de Gérard de Nerval. Il lisait Sylvie de Gérard de Nerval quand je l'ai vu. Je n'ai pas vu son père, sa mère. Je ne sais pas s'il a des frères ou des sœurs. Tout ce que je sais, c'est que c'est un V et qu'il est à l'école normale de Valence ou de Grenoble et qu'il passe ses vacances là à sa maison. Je ne sais même pas si c'est un parent, un descendant de ce V de 1843. C'est la seule famille portant ce nom à proximité relative de Chichiliane. Celui de 1843, je n'ai pas pu savoir exactement comment il était. On n'a pas pu me dire s'il était grand ou petit. Je le vois, moi, avec la barbe, un peu comme dans la barbe du jeune homme qui lit Gérard de Nerval. Des poils très bruns, très vigoureux, très frisés, sans doute très épais, mais donnant une barbe un peu clairsemée à travers laquelle on aperçoit vaguement la forme du menton. Pas une belle barbe, mais une barbe. Je sais très bien ce que je veux dire. Une barbe nécessaire, obligée, indispensable. Grand ? Mon Dieu, il aurait pu être petit, à condition d'être Rabelais, mais certainement d'une très grande force physique. J'ai demandé à mon ami Sazera de Prébois. Il a écrit 4 ou 5 opuscules d'histoire régionale sur ce coin du Trièves. J'ai trouvé dans sa bibliothèque une importante iconographie sur Cartouche et Mandray. Sur des loups-garous dont les différentes gueules sont portraiturées. Il n'y manque pas une canine. Il a les portraits de 2 ou 3 étrangleurs de bergères et même des quantités de documents sur un nommé Brachet, notaire à Sainte-Baudide, qui souleva sa caisse en l'honneur d'une lionne, mais sur mon V de 43, rien, pas un mot. Sazera, cependant, connaît l'histoire. Tout le monde la connaît. Il faut en parler, sinon on ne vous en parle pas. Sazera m'a dit, c'est par délicatesse. On l'a considéré comme un malade, un fou. On s'arrange pour que ça ne fasse pas époque. On est assez sûr de soi pour savoir qu'on ne va pas se mettre du jour au lendemain, arrêter l'écart sur la route, mais on n'est jamais sûr qu'à un moment ou à un autre, on ne sera pas poussé à quelque extravagance. Tant vaut qu'on ne parle pas de ces choses-là, qu'on n'attire pas l'attention là-dessus. Je lui dis, « Marche, marche, tu ne me dis pas tout. » « Bien sûr que si, dit-il, qu'est-ce que tu veux que je te cache ? Évidemment, c'est un historien, il ne cache rien, il interprète ce qui est arrivé est plus beau, je crois. 43, 1800 évidemment, décembre, l'hiver qui avait commencé tôt et depuis, dardard, sans démarrer, chaque jour la bise, les nuages s'entassent dans le fer à cheval entre l'Archat, le Jocon, la Plénie, les monts des Pâtres et la Verre. Aux nuages d'octobre déjà noirs se sont ajoutés les nuages de novembre encore plus noirs, puis ceux de décembre par-dessus, très noirs et très lourds. Tout se tasse sur nous, sans bouger. La lumière a été verte, puis boyau de lièvre, puis noire, avec cette particularité que malgré ce noir, elle a des ombres d'un pourpre profond. Il y a 8 jours, on voyait encore le habert du Jocon, la lisière des bois de sapin, la clairière des gentianes, un petit bout des prés qui pendent d'en haut. Puis les nuages ont caché tout ça. Bon, alors on voyait encore Préfleury et les trompes d'arbres qu'on a jetées de la coupe. Puis les nuages sont encore descendus, ont caché Préfleury et les troncs d'arbres. Bon, les nuages se sont arrêtés le long de la route qui monte au col. On voyait les érables et l'appâtage de midi et quart pour Saint-Maurice. Il n'y avait pas encore de neige, on se dépêchait à passer le col dans les 2 sens. On voyait encore très bien l'auberge, cette bâtisse que maintenant on appelle Texaco, parce qu'on fait de la réclame pour de l'huile d'auto sur ses murs. On voyait l'auberge et tout un trafic de chevaux de renfort pour des fardiers qui se dépêchaient de profiter du passage libre. On a vu le cabriolet du voyageur de la maison Colomb et Bernard, marchand de boulons à Grenoble. Il descendait du col. Quand celui-là rentrait, c'est que le col n'allait pas tarder à être bouché. Puis les nuages ont couvert la route.
Texaco et tout, ont bavé en dessous dans les prés de Bernard, les haies vives. Et ce matin, on voit, bien entendu encore, les 20 à 25 maisons du village avec leur épaisse barre d'ombre pourpre sous le vent. Mais on ne voit plus la flèche du clocher. Elle est coupée ras par les nuages juste au-dessus des sud, nord, est, ouest. D'ailleurs, tout de suite après, il se met à tomber de la neige. À midi, tout est couvert, tout est effacé. Il n'y a plus de monde, plus de bruit, plus rien. Des fumées lourdes coulent le long des toits et emmantèlent les maisons. L'ombre des fenêtres, le papillonnement de la neige qui tombe, l'éclaircie et la rondin rose sans frais dans laquelle on voit battre le métronome d'une main qui essuie le givre de la vitre. Puis apparaît dans le carreau un visage émacié et cruel qui regarde. Tous ces visages, qu'ils soient d'hommes, de femmes, même d'enfants, ont des barbes postiches, faites de l'obscurité des pièces desquelles ils émergent, des barbes de raffia noires qui mangent leur bouche. Ils ont tous l'air de prêtres d'une sorte de serpent à plumes, même le curé catholique, malgré l'aura pro nobis gravée sur le linteau de la fenêtre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, la neige continue à tomber, 4 heures, la nuit. On allume les âtres, il neige, 5 heures, 6, 7, on allume les lampes et il neige. Dehors, il n'y a plus ni terre, ni ciel, ni village, ni montagne. Il n'y a plus que les amas croulants de cette espèce poussière glacée d'un monde qui a dû éclater. La pièce même où l'âtre s'éteint n'est plus habitable. Il n'y a plus d'habitable, c'est-à-dire il n'y a plus d'endroit où l'on puisse imaginer un monde aux couleurs du pan que le lit. Et encore, bien couvert et bien serré à 2 ou à 3, 4, des fois 5, on n'imagine pas que ça puisse être encore si vaste, les corps. Qui aurait pensé à Chichiliane? Et pourtant, c'était justement ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 20 jours de neige, jusqu'aux environs du 16 décembre. On ne sait pas exactement la date, mais enfin 15, 16 ou 17. C'est un de ces 3 jours-là, le soir, qu'on ne trouva plus Marie Chazotte. Comment on ne la trouve plus? Non, disparue. Qu'est-ce que vous me dites là? Disparue depuis 3 heures de l'après-midi, on a d'abord cru qu'elle était allée chez sa commère. Non, chez une telle, non, on ne l'a vue nulle part. Le lendemain, à travers la neige qui continue à tomber de rue, on voit passer Berg avec ses raquettes et il descend du côté des cimetières des protestants, vers les Adrets. On en voit un autre qui monte vers la Plénie, par le chemin des Chèvres, et un troisième qui file à Saint-Maurice pour, de là, après avoir cherché dans les vallons, aller prévenir les gendarmes. Car Marie Chazotte a bel et bien disparu. Elle est sortie de chez elle vers les 3 heures de l'après-midi, juste avec un fichu, et sa mère a même dû la rappeler pour qu'elle mette ses sabots. Elle sortait en chaussons, n'allant, dit-elle, que jusqu'au hangar de l'autre côté de la grange. Elle a tourné l'angle du mur et depuis, plus rien. Les ânes disent 50 histoires naturellement, pendant que la neige continue à tomber, tout décembre. Cette Marie Chazotte avait 20 ans, 22 ans. Difficile aussi de savoir comment elle était, car ici on vous dit « c'est une belle femme ». Pour une grosse femme, belle, il faut de gros mollets, de grosses cuisses, une grosse poitrine et se bouger assez vite. Alors c'est beau, sinon on considère que c'est du temps perdu. On ira jusqu'à dire « elle est pas mal » ou « elle est jolie ». Mais on ne dira jamais « elle est belle ». La belle-mère de Raoul, tenez, c'est une Chazotte. C'est même la fille de la tante de cette Marie de 43. Une tante qui était plus jeune que sa nièce. Ce qui arrive très souvent par ici. Eh bien, voilà celle-là. Et par conséquent, la femme de Raoul est une Chazotte. Le petit Marcel Pugnier, il en vient par sa mère qui était la sœur de la belle-mère de Raoul. Et les Dumont, ils en viennent aussi par la fille du cousin germain de la belle-mère de Raoul. Les Dumont, précisément. Il est vrai qu'on ne juge pas les hommes comme on juge les femmes. Mais les Dumont sont de très beaux hommes, incontestablement. Ça, à Saint-Maurice, à Vert-Prébois, on est d'accord. Les statures, les yeux clairs, affables, serviables, la façon de marcher, ils ont tout pour eux. Ils ont un très joli nez, un nez que vous retrouverez chez le petit Marcel, de même que les yeux clairs. Les Dumont, les Pugnier, la femme de Raoul sont bruns, d'un brun même rare ici, très noir et luisant. Et la femme de Raoul, même en faisant le travail qu'elle fait, toujours en dehors et au champ, est restée blanche. Enfin, elle n'est pas allée comme tout le monde. Le haut des bras, on le voit dans la manche du corsage, est resté blanc comme du lait. Les Dumont, ils sont blêmes, pas rouges ni bronzés, quoiqu'ils soient en parfaite santé. C'est ainsi qu'on peut peut-être voir Marie Chazotte, une petite brune aux yeux clairs, blanche comme du lait, vive et bien faite comme la femme de Raoul. Tous ceux dont nous venons de parler et qu'on peut voir vivre de nos jours sont honnêtes et ils forcent même peut-être un peu vers l'austérité. De même, en 1943, on ne pensa pas une minute que Marie Chazotte avait pu s'enlever. Un gendarme prononça le mot, mais c'était un gendarme et originaire de la vallée du Grésivaudan. D'ailleurs, s'enlever, avec qui? Tous les garçons du village étaient là. De plus, tout le monde le savait, elle ne fréquentait pas.
Et quand sa mère la rappela pour lui faire mettre ses sabots, elle sortait en chaussons. À se faire enlever, c'était à se faire enlever par un ange alors. On ne parle pas d'ange, mais c'est tout juste. Quand Berg et les deux autres braconniers qui connaissaient parfaitement l'affaire, tous les coins où l'on peut se perdre rentrèrent bredouille, on parla de diable en tout cas. On en parla même tellement que le dimanche d'après, le curé fit un sermon spécial à ce sujet. Il y avait très peu de monde pour l'entendre. À part quelques vieilles curieuses, on sortait le moins possible. Le curé dit que le diable était un ange noir, mais un ange. C'est-à-dire que s'il y avait eu affaire avec Marie Chazotte, il s'y serait pris autrement. Il ne manque pas de femmes qui sont dans sa clientèle, elles ne disparaissent pas, au contraire. Si le diable avait voulu s'occuper de Marie Chazotte, il ne l'aurait pas emportée, il l'aurait... Juste à ce moment-là, on entendit un coup de fusil dehors et 2 cris. La neige ne s'était pas arrêtée de tomber parce que c'était dimanche, au contraire, et le jour était si sombre que cette messe de 10 heures du matin avait une lumière de fin de vêpres. « Ne bougez pas, dit le curé, à ces 10 ou 12 vieilles toutes d'un coup transies. Il descendit de chair, fit cacher son abéton dans un confessionnal et il alla ouvrir la porte. C'était un bel homme. La porte pouvait être ouverte, il la bouchait avec toute sa carrure. La place de l'église était déserte. « Qu'est-ce que c'est » dit cria le curé pour se faire entendre de ceux qu'il voyait vaguement à travers la neige et à travers les vitres du café de la route. Cela sortir et dire qu'il n'en savait rien. « Eh bien, venez ici, dit le curé. Vous voyez bien que je suis en surplis, en souliers à boucles. J'ai là des femmes qu'il faut raccompagner chez elles. » C'est en raccompagnant Lamartine que Berg et 2 autres types qui prenaient l'apéritif au café de la route tombèrent sur le petit groupe éberlué dans lequel se tenait l'homme qui venait de tirer le coup de fusil. C'était un nommé Ravanel, dont le nom a été transmis, ainsi d'ailleurs que tous les noms que je vous indique, car il avait bien failli participer au drame autrement que par le coup de fusil qui avait arrêté net le sermon de monsieur le curé sur le diable. Monsieur le curé a raison, il ne s'agissait pas du diable, c'était beaucoup plus inquiétant. Lamartine habite le quartier de Pelouzer. C'était juste à l'angle de la boulangerie de Fagot, une d'abord rue, puis route puissante qui monte vers le bois noir. Quartier très aimable, 2 maisons, toutes séparées les unes des autres par des petits jardins potagers et de fleurs. Au moment de l'histoire, puisque c'était l'hiver, et une des plus rudes qu'on ait connues, la neige qui tombait depuis plus d'1 mois sans arrêt avait naturellement recouvert les jardins. Et les maisons étaient comme plantées à 20 mètres l'une de l'autre dans une steppe unie et toute blanche. C'est là, devant sa propre grange, que Ravanel, stupide mais tremblant de colère, se tenait avec 2 de ses plus proches voisins. Et voilà ce qu'il dit après que Berg, avec beaucoup de présence d'esprit, lui eut enlevé des mains ce fusil dans lequel il restait encore un coup à tirer. J'ai dit au petit, le petit c'était Ravanel Georges qui à ce moment-là avait 20 ans, et si vous en jugez par le Ravanel qui de nos jours conduit les camions et en est juste le petit-fils de ce fameux Georges, ça devait être un petit assez gros. J'ai dit au petit, va voir ce que font les Gorets. Il y avait des bruits pas catholiques. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Il est sorti, il a tourné le coin, là, à 3 mètres. Heureusement, moi j'étais resté devant la vitre de la porte. Il tourne le coin. Il n'a pas plutôt tourné le coin que je l'entends crier, que je sors. Je tourne le coin, je le trouve étendu par terre. 2 secondes et là-haut, entre la maison de Richaud et celle des Peloux, j'ai vu passer un homme qui courait vers la grange de Gary. Le temps de prendre mon fusil, je l'ai tiré dessus pendant qu'il montait là-haut vers la petite chapelle. Et là, il est descendu dans le chemin creux. On avait rentré le Georges. Il était d'ailleurs sur pied. Il buvait un peu d'alcool d'hysope pour se remettre. Et voilà ce qu'il me dit. J'ai tourné le coin, je n'ai rien vu. Rien du tout. On m'a couvert la tête avec un foulard et j'ai été chargé comme un sac sur le dos de quelqu'un qui m'emportait, qui a fait quelques pas, qui m'emportait, quoi. Mais quand j'ai reçu son foulard sur la figure, j'ai baissé la tête. Ce qui fait que quand on m'a chargé, au lieu que le foulard m'étrangle en même temps, il ne m'a pas tout à fait étranglé puisque j'ai pu crier. Alors on m'a rejeté et j'ai entendu le père qui disait « Oh, capounas !» Et après, il a tiré un coup de fusil. Il n'avait pas pu aller jusqu'au sou où, d'ailleurs, le tumulte continuait. On alla se rendre compte et là, on vit quelque chose d'assez malpropre. Un des cochons était couvert de sang. On n'avait pas essayé de l'égorger, ce qu'on aurait pu comprendre. On l'avait entaillé de partout. De plus de 100 entailles qui avaient dû être faites avec un couteau tranchant comme un rasoir. La plupart de ces entailles n'étaient pas franches, mais en zigzag. Serpentines en courbe, en arc de cercle sur toutes les peaux, très profondes. On les voyait faites avec plaisir. Ça, alors, c'était incompréhensible. Tellement incompréhensible, tellement écœurant. Ravanel frottait la bête avec de la neige et sur la peau un instant nettoyée, on voyait le suintement du sang réapparaître et dessiner comme les lettres d'un langage barbare inconnu. Tellement menaçant et si directement menaçant que Berg, d'ordinaire si calme et si philosophe, dit « Sacré salaud, il faut que je l'attrape ». Et il alla chercher sa raquette et son fusil. Mais entre ce qu'il faut et ce qui arrive, Berg rentre à bredouille à la tombée de la nuit. Il avait suivi des traces, et d'ailleurs, des traces de sang. L'homme était blessé. C'était du sang en gouttes, très frais,
pur sur la neige, blessé sans doute à un bras car les pas étaient normaux, très rapides, à peine posés. D'ailleurs, Berg n'avait pas perdu de temps. Il était parti sur les traces avec à peine une demi-heure de retard. C'est un spécialiste des randonnées d'hiver. Il a le meilleur pas de tout le village. Il avait des raquettes, il avait sa colère, il avait tout, mais ne put jamais apercevoir autre chose que cette piste bien tracée, ces belles taches de sang frais sur la neige vierge. La piste menait en plein bois noir et là, elle abordait franchement le flanc du Jocon, à pic presque, et se perdait dans les nuages. Oui, dans les nuages, il n'y a là ni mystère ni truc pour vous faire entendre un mot couvert que nous avons affaire à un dieu, un demi-dieu ou un quart de dieu. Berg n'est pas fait pour chercher midi à 14 heures. S'il dit que les traces se perdaient dans les nuages, c'est que à la lettre, elles se perdaient dans les nuages, c'est-à-dire dans ces nuages qui couvraient la montagne. N'oubliez pas que le temps ne s'était pas relevé et que pendant que je vous raconte les choses, le nuage est toujours en train de couper net la flèche du clocher à la hauteur des lettres de la girouette. Mais alors, brusquement, il ne s'agit plus de se dire Marie Chazotte ci, Marie Chazotte ça. C'était non seulement Marie Chazotte, mais c'était aussi Ravanel Georges. Il avait échappé de peu. C'était donc tout aussi bien vous et moi, ou moi, n'importe qui. Tout le monde était menacé, tout le village, sur qui commença à tomber un soir de dimanche bougrement sombre. Ceux qui n'avaient pas de fusil, il y avait des familles de veuves, passèrent une sacrée mauvaise nuit. D'ailleurs, ces familles-là où il n'y avait plus d'hommes et des enfants trop jeunes à leur passer la nuit dans des maisons où il y avait des hommes solides et des armes, surtout dans le quartier des Pelousaires. Berg monte la garde et passe sa nuit à aller d'une maison à l'autre. On l'avait tellement réchauffé au vin chaud et au petit verre au retour de sa poursuite qu'il avait pris une cuite magnifique. Il fit son commandant sans arrêt, allant frapper à toutes les portes, flanquant la frousse à des chambrées de femmes et d'enfants et même à des hommes qui depuis la tombée de la nuit ne respiraient plus et écoutaient pousser leurs cheveux. Il manqua 20 fois de recevoir une bonne décharge de chirotine à travers la figure. Enfin, plein comme un œuf, il vint finir la nuit chez Ravanel qui, ayant achevé le cochon, passait de son temps à le mettre en saucisse et en boudin, histoire de se changer les idées et surtout de ne rien perdre. Il faut excuser Berg qui est célibataire, un peu sauvage, qui ne sait pas se retenir ni pour boire ni pour rien, mais chez Ravanel, un peu excité, fatigué, ou bien l'alcool, il se mit à dire des choses bizarres. Et par exemple que le sang sur la neige, très propre, rouge et blanc, c'était très beau. Je pense à Perceval, hypnotisé, endormi, opium, quoi, tabac, aspirine du siècle de l'aviateur bourgeois, hypnotisé par le sang des oies sauvages sur la neige. Ce petit démarrage de Berg, qui d'ailleurs par la suite et immédiatement redevint le Berg placide, philosophe à la pipe et même un peu fainéant qu'il était d'habitude, ne fut pas remarqué sur le champ. Il fut seulement enregistré instinctivement par ceux qui étaient là et qui finalement s'en souvinrent. En tout cas, il y avait une chose que le village ne pouvait plus ignorer et qui prit toute son importance le lendemain, pendant que la neige continuait à tomber. C'était un hiver terrible. C'était la menace égale pour tout le monde. Il ne s'agissait plus de dire Marie Chazotte ci ou ça, comme je l'ai dit. Il y avait Ravanel Georges, il y avait le foulard sur le visage, les traces de pas qui montaient le long du Jocon, jusque dans les nuages. Il y avait cet homme qui rôdait ce fameux dimanche-là, vers les 10 heures du matin, en quête de quoi en réalité, et qui en définitive avait passé son temps d'une façon très malpropre sur le cochon de Ravanel, en essayant d'escamoter le Georges, car on ne douta pas une minute. Marie Chazotte avait été escamotée avec le foulard. Étrangler Georges pouvait présenter quelques difficultés, on l'a vu, quoiqu'à -5. Mais la Marie, 2 sous de poivre, légère, et qu'une valse faisait tourner dans un rond d'assiette, poussière, ça avait dû être fait en un tour de main. Soûlographie passée, Berg était rentré chez lui. Veuve ou pas veuve, il fallait également rentrer chez soi. Le premier soir, ça va bien, mais on ne peut pas se mettre à aller camper chez les gens à demeure. Si on a peur, on mettra une pierre à la poche, et on avait peur. De temps en temps, la neige s'arrête de tomber. Le nuage se soulève. Au lieu de couper la flèche du clocher au ras de la girouette, il ne coupe plus que la pointe, ou même il découvre la pointe se déchirant en petits flocons sur son pointu. C'est suffisant. On voit le désert extraordinairement blanc jusqu'aux lisières extraordinairement noires des bois sous lesquels il peut y avoir n'importe quoi qui peut faire n'importe quoi. Le soir tombe, se lève un tout petit vent qu'on n'entend pas. Ce qu'on entend, c'est comme une main qui frôle le contrevent ou la porte ou le mur, un gémissement ou un sifflotis qui se plaint ou au contraire, un coup dans le grenier. On écoute. Père ne tire plus sur sa pipe. Mère tient en suspens la poignée de sel sur la soupe. Il se regarde, nous regarde. Père soupire et son soupir emporte un mince petit filet de fumée. Ce qu'il faudrait, c'est que le bruit recommence. On est aux aguets, justement pour le juger tout de suite.
Dangereux ou pas, mais silence maintenant. On ne sait pas. L'indécision. Tout est possible. On ne peut pas juger. Le fil de fumée que Père Soupir s'allonge indéfiniment. Mère laisse tomber grain à grain son gros sel dans la soupe avec des flocs, flocs, flocs. Le fusil était sur la table. Mère approche sa main de la marmite et glisse toute la poignée de sel dans la soupe. Il est 5 heures du soir, encore 17 heures à attendre avant que le petit jour gris réapparaisse. Passe dehors un geste souple. D'habitude, on sait que ce sont les longues branches du sol qui se délivrent de leur poids de neige. Serait-ce? Est-ce que c'est? Oui? Non? Non. Voletement doux de la neige qui a recommencé à tomber, frémissement dans le chaume, craquement comme des pas étouffés dans la paille. Bijou tape du pied dans les tables. Ah, il faut aller donner aux bêtes. Laisser la femme seule ici. Elle est seule en bas dessous. Si le petit avait 20 ans, et même, est-ce que ça y fait? Georges a 20 ans. Il faudrait avoir 3 ou 4 enfants gaillards. Il dit, venez, on va donner au cheval. C'est juste dessous. On y va par un escalier intérieur. Page 27.